Bonjour à toutes et à tous, je vous propose pour cette première vidéo de revoir ensemble les bases du calcul des heures supplémentaires. C'est parti. Alors, nous nous retrouvons sur l'écran pour bien calculer et déterminer ensemble les heures supplémentaires. Donc la toute première étape va consister à tout simplement calculer le nombre d'heures supplémentaires qui ont été réalisées. Et contrairement à ce que notre intuition pourrait nous pousser à faire, les heures supplémentaires ne se calculent pas à la journée. Légalement, donc en l'absence de toute autre convention, légalement, les heures supplémentaires se calculent à la semaine. La semaine étant entendue du lundi 0h au dimanche 24h. Et durant cette période, si le salarié a effectué plus de 35 heures, alors on va considérer que les heures au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires. Donc si on prend un exemple bête, mon salarié travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi, le lundi et le mardi il travaille 8 heures, donc il a effectué 37 heures dans la semaine, 37 moins 35, il aura effectué 2 heures supplémentaires. D'accord ? Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, très concrètement, imaginons que l'employeur dise le lundi matin au salarié, bah, écoute, là on a vraiment du travail en retard, là ce serait bien que tu restes une heure de plus aujourd'hui, là lundi, et puis vendredi du coup tu pourras partir à 16h, tu feras une heure de moins, ça compensera comme ça. Le salarié fait une heure de plus le lundi, il fait une heure de moins le vendredi, il a travaillé 35 heures en tout et pour tout, il n'a pas effectué d'heures supplémentaires. Par contre, imaginons maintenant que notre salarié soit lui qui demande à son employeur, tout se passe bien entre eux, donc l'employeur accepte, de partir une heure plus tôt le vendredi. Parce que il part en week-end, ça l'arrange pour éviter les embouteillages. À l'époque où ça se passe, avant le Covid, avant la Covid, à l'époque où on avait le droit, on avait des week-ends, on avait une vie en fait. Donc notre salarié part tranquillement, une heure plutôt le vendredi, et puis il dit écoute, lundi là il n'y a pas de souci, je rattraperai. Quand je reviendrai de mon week-end, je ferai une heure de plus. Et bien notre week-end, ça commence. Notre salarié aura en fait dans les faits effectué une heure supplémentaire en semaine 2, puisqu'il a travaillé une heure de plus le lundi. Donc sur cette semaine-là, on va considérer qu'il aura travaillé 36 heures. Par contre, sur la semaine qui précède, il a travaillé une heure de moins. Donc il va falloir considérer que le vendredi, il a travaillé 6 heures par exemple au lieu de 7. Donc il aura travaillé 34 heures dans la semaine. Donc il va falloir déduire de son bulletin de paye une heure de travail sur le vendredi. On est bien d'accord, dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. Quasiment. Mais en tout cas, en droit, il faudrait procéder de cette façon. La seule façon pour respecter le droit et permettre aux salariés de partir le vendredi une heure plus tôt, la seule solution serait de lui proposer de faire une heure de plus, non pas le lundi qui suit, mais le jeudi ou le mercredi, le mardi, le lundi qui précède. Donc ça c'était pour planter un petit peu le décor et vous montrer que ce décompte à la semaine n'est absolument pas neutre. Dernier petit point avant de passer à l'exercice, avant-dernier petit point, avant de passer à l'exercice que je voulais voir avec vous, c'est la gestion des semaines incomplètes. Il est assez rare qu'un mois se termine sur un dimanche. Ça serait bien que tous les mois se terminent le dimanche et on ne se pose pas de questions. Non, ça serait trop facile en même temps. Donc la majorité des mois peuvent se terminer n'importe quel jour de la semaine. Et bien dans ce cas-là, les semaines incomplètes ne seront pas, en fin de mois, ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Imaginons donc un mois qui se termine un mercredi, le salarié a travaillé 8 heures au lieu de 7 heures le lundi et le mardi, et bien sur le mois en cours, on ne comptera pas les éventuelles heures supplémentaires qu'aura réalisé le salarié sur le lundi et le mardi. Ce n'est que le mois suivant, donc le mois pour lequel on aura, on va dire, le décompte sur la semaine complète, on aura les autres jours qui suivent, mercredi, jeudi, vendredi, que seront comptabilisées les éventuelles heures supplémentaires du salarié en question. Pourquoi ? Tout simplement parce que le salarié aurait très bien pu être absent les jours qui suivent
les jours de la semaine, il aurait pu très bien rattraper. En théorie, on ne sait pas comment ça va se passer, donc on ne décompte les heures supplémentaires que sur le mois qui suit. Donc ce que je dis n'est peut-être pas très très clair, avec l'exercice ça va s'éclaircir. Je pense que là je suis un petit peu, je suis encore stressée et de fait je m'embrouille un petit peu. Je vous prie de m'en excuser, voilà, je compte sur votre tolérance, on va dire. J'en abuse peut-être un peu. Voilà, donc je voulais juste, avant de passer à l'exercice, bien rappeler que la règle que je viens d'énoncer, nous sommes bien d'accord qu'il s'agit des grands principes qui ne s'appliquent que si aucune convention n'a été prévue. La durée de 7 jours consécutifs du lundi au dimanche pourrait être tout autre. Une convention pourrait très bien prévoir bien que la durée de 7 jours commencerait le mardi par exemple et se terminerait le lundi soir. De la même façon, la durée de 7 jours consécutifs a été, on va dire, battue en brèche et mise à mal par toutes les dérogations qui ont été mises en place à partir des années 80 et jusque aux dernières ordonnances Macron. Donc en fait, la durée peut être, dans le cadre d'un cycle par exemple, elle peut être de 2 semaines. Donc dans ces cas-là, on ne prendra plus comme référence 35 heures bien sûr, mais 70, et elle peut être d'une durée supérieure qui peut aller jusqu'à l'année, voire même maintenant, depuis les ordonnances Macron, jusqu'à 3 ans dans certaines situations, on va dire, et dans le respect de certaines limites. Mais donc la durée pour décompter les heures supplémentaires n'est plus nécessairement la durée hebdomadaire. Cette durée hebdomadaire est la règle de principe qui compte et qui comptera de plus en plus d'exceptions du fait de la généralisation des accords, des conventions collectives et puis surtout des accords au sein des entreprises et des accords d'établissement. D'où le fait que je vous propose, petite parenthèse, des exercices complémentaires pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin. Alors, passons sans transition à l'exercice, parce que ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, j'ai pris un salarié qui travaille du lundi au samedi, et on nous explique que la première semaine ici, il a effectué les heures prévues au contrat. Donc il n'y a aucune heure supplémentaire, on le sait déjà, et on voit qu'il a un planning un petit peu particulier, mais il effectue 35 heures par semaine. Sur les autres semaines, eh bien, on voit, alors je défile, je ne vais pas vous les lire individuellement, mais on voit bien que certains jours, il a effectué des heures en complément. Cette semaine-ci, notamment, on voit bien qu'elle est quand même particulièrement chargée. La semaine 4, on voit des heures en plus aussi. Et le lundi 30, j'ai un petit souci là, normalement. Alors, j'ai fait une bêtise. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire apparaître? Nous allons voir. Oui. Hop, petite bêtise de ma part. Le lundi 30, il a également travaillé, et vous avez vu, semaine 1, le lundi, normalement, il travaille que de 8h à 12h. Là, il a travaillé un petit peu plus. Donc, à vous de savoir comment gérer cette fameuse journée. Si les explications ont été un tout petit peu claires et pas trop embrouillées, vous le savez déjà. Mais on verra, on va revoir ensemble. Donc, je remonte tranquillement. Je vous laisserai sur le blog, je pense, je suis même sûre, ce décompte en fait des heures pour que les personnes qui veulent faire l'exercice en totale autonomie puissent le faire, parce que je pense que les arrêts sur image, enfin avec un arrêt sur image, ça va pas être quand même top, on va dire. Surtout que je n'arrive pas à vous le montrer intégralement à l'écran, donc c'est pas génialissime. Alors, hop. Donc attention, pour les personnes qui veulent faire l'exercice en solo, je vais appuyer sur correction, donc la correction va s'afficher. 3, 2, 1, go. J'espère que vous avez appuyé sur arrêt sur image, sinon désolé, vous avez des corrections qui apparaissent. Donc la semaine 1, donc comme on l'a vu, effectivement le salarié a travaillé 35 heures.
de 8h à 12h le lundi, donc 12 moins 8, et ben 4 heures. Idem le mardi, le mercredi, 8h, 13h. Il a repris de 14 à 18, donc 5 heures, plus 4 heures, il a effectué 9 heures, et quand on additionne toute la semaine, eh bien, on a bien 35 heures. Toutes les heures effectuées au cours de la semaine, on a bien 35 heures. En semaine 2, il a effectué des heures supplémentaires, enfin, il a travaillé un petit peu plus, on va le dire comme ça, le mardi. Il a travaillé un peu plus le vendredi et le samedi. Il a donc effectué 43 heures en tout. Donc 35 moins 43, il a donc effectué 8 heures supplémentaires. Jusque-là, je pense que même les allergiques en maths, et j'avoue que j'ai fait cet exercice un petit peu pour eux et pour elles, donc même les allergiques en maths suivent. Vous me dites si c'est pas le cas, mais bon, je pense que j'avance quand même très lentement, ça devrait aller. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas le cas. La semaine qui suit, alors là c'est dure semaine, on va dire, et notre salarié a effectué, je vous laisserai refaire le compte si vous le souhaitez, mais il a effectué 46 heures, donc 35, toujours pareil, 46, pardon, moins 35, 11 heures ont été effectuées sur la semaine. La semaine qui suit, on est dans la même configuration que la semaine 2, 43 heures ont été effectuées, soit 8 heures supplémentaires. D'accord? Hop, la semaine 30, j'aurais dû mettre 5 ici, mais bon, c'est pas grave. La semaine 5, qui est entamée mais qui n'est pas finie, eh bien, notre salarié a effectué 9 heures. On sait que normalement, il ne travaille que de 8h à 12h le lundi. Pour autant, on ne va pas compter d'heures supplémentaires sur cette semaine-là. Les éventuelles heures supplémentaires passeront sur le mois suivant. Donc, imaginons, nous sommes sur un mois à 30 jours. Donc, imaginons que nous sommes au mois de juin. Eh bien, les éventuelles heures supplémentaires du 30 juin seront comptabilisées sur le bulletin de paye du mois du juillet. Donc là, je vous ai fait une simulation, je l'ai laissé en gris pour montrer que vraiment ça ne passe pas sur le mois en août. Donc là, notre salarié, tout compté, a effectué 40 heures de travail. Les 5 heures supplémentaires ici seront comptabilisées sur le mois de juillet. Pardon. Si je vous induis en erreur, en plus, on est bien. Donc sur le mois de juin, puisque soyons fous, disons que c'est le juin, on va compter combien? On va compter 8 plus 11 plus les 8 ici, donc ça va faire 27 heures qui auront été effectuées sur le mois intégralement. C'est bon pour vous? Et c'est un enregistrement, Sandrine, une personne ne peut te répondre. Désolée. Je pense que je risque de cafouiller un petit peu comme ça. Là, j'étais partie en mode... Mais en même temps, c'est bien. Si je dis c'est bon pour vous, c'est que j'oublie que je suis en train de m'enregistrer et que je raisonne un petit peu comme si vous étiez de l'autre côté et que vous étiez en capacité de me répondre. Donc, dites-moi dans les commentaires, on va le faire comme ça, si c'est bon pour vous et si cette partie est claire. Je passe sans transition, en espérant que l'enregistrement va me suivre sur la majoration des heures supplémentaires, qui va être la deuxième étape. Donc nous avons vu que notre salarié a effectué 27 heures supplémentaires. Reste maintenant à savoir quelle majoration va être appliquée. Et bien concrètement, alors toujours pareil, légalement au niveau du principe, à défaut d'accord qui préciserait autre chose, légalement les 8 premières heures de travail, d'heures supplémentaires bien sûr, sont majorées à 25%, c'est-à-dire 35 plus 8, 43, donc les heures comprises entre la 35e heure et la 43e heure sont majorées de 25%. Toutes les heures qui sont au-delà, donc après 43 heures, seront elles majorées de 50%. Donc imaginons un salarié qui a un salaire de, on va dire 16 € de l'heure, d'accord. Les 8 premières heures, donc les heures comprises entre 35 et 43 heures, seront rémunérées 20 heures, 16 fois 1,25,
25% de plus, c'est 4, 16 plus 4, 20 heures. Et les heures qui seront effectuées au-delà de 43 heures seront majorées 16 plus 8, du coup ça fait 24 heures. Ce qui est quand même pas une majoration, on va dire, négligeable. C'est pas peanuts non plus pour un salarié d'être rémunéré 20 heures ou 24 heures plutôt que 16 heures. 24 heures. 20 euros, je dis n'importe quoi. D'être rémunéré 20 euros ou 24 euros plutôt que 16 euros. Toutes mes excuses. Ça va aller petit à petit, je crois en moi. On va dire ça comme ça. Donc notre salarié, pour avoir cette majoration, il est entendu que un accord d'entreprise, d'établissement, la convention collective, effectivement, voire un accord de branche, peut prévoir des taux de majoration différents. Et sur des périodes différentes et des taux différents. Ce qui est certain, c'est que le taux de majoration sera au minimum de 10% du salaire de référence. Donc si on reprend l'exemple du salarié à 16 euros de l'heure, l'heure supplémentaire devra au minimum être rémunérée 16 euros plus 1,60 €, donc 17,60 €. Il est impossible de descendre en dessous. C'est le garde-fou, on va dire, qui a été fixé par la loi. Par contre, par accord, il peut être fixé des taux 10%, 15, 20, et même au-delà de 50, 60, 70, pourquoi pas. Tout va dépendre de ce qui aura été prévu par accord. Donc là, encore une fois, on se situe dans le cadre légal et on va considérer que les 8 premières heures, donc les heures entre la 35e heure et la 43e heure seront majorées de 25%, et les heures au-delà de la 43e heure, donc au-delà des 8 heures supplémentaires, seront majorées à 50%. Donc on reprend notre exemple, je redescends jusqu'en bas pour vous le remontrer. Hop, et je remonte. Donc attention, arrêt sur image si vous voulez le faire seul, parce que je vais appuyer sur correction. 1, 2 et puis 3. Donc concrètement, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé. Donc première semaine, on est tranquille, il a effectué 35 heures, 0 heure effectuée, 0 majoration. Deuxième semaine, hop, là ça change, notre salarié a effectué 8 heures. Les 8 premières heures sont majorées à 25%, donc on a 8 heures majorées à 25%, et le reste, les 0 heures majorées à 50%. Jusque là c'est simple. On est d'accord que si ici le salarié n'avait effectué que 5 heures supplémentaires, eh bien nous aurions eu 5 heures majorées à 25% et 0 heures bien sûr majorées à 50%. D'accord ? Alors ça se complique un tout petit peu avec la semaine 3, puisque notre salarié a effectué 11 heures supplémentaires. Eh bien, 8 heures seront majorées à 25%, c'est la limite absolue, et toutes les heures qui suivent seront, on va dire, déversées dans la majoration à 50%, donc 8 heures ici, 8 moins 11, enfin non, 11 moins 8, ça sera mieux, ça fait 3, donc 3 heures seront majorées à 50%. Donc là, je m'arrête juste un tout petit peu pour les personnes qui sont vraiment allergiques aux maths. Nous sommes bien d'accord. Donc nous avions 46 heures. Donc nous avons dit, ok, 46 moins 35, 11 heures. Sur les 11 heures, est-ce que j'ai plus ou moins de 8 heures? J'en ai plus. Ok, donc je mets 8 heures, c'est ma limite maximum. Donc je prends 8 heures et je les mets, on va dire, dans le bac à 25%. Et tout ce qui dépasse, tout ce qui ne pourra pas rentrer dans le bac à 25%, hop, je le déverse, donc 11 moins 8, je le déverse dans le bac, si je puis dire, avec une majoration à 50%. Donc j'insiste un petit peu, mais on est bien d'accord, on procède toujours de cette façon-là. Je compte le nombre d'heures qui a été effectué dans la semaine, je déduis 35 heures pour avoir le nombre d'heures supplémentaires. Si j'ai moins de 8 heures, pas de souci, elles sont toutes majorées à 25. Si j'ai plus de 8, si moins ou 8 heures, on va dire, elles sont toutes majorées à 25%. Si j'ai plus de 8 heures, je compte 8 heures majorées à 25% et tout ce qui reste
donc le nombre total d'heures supplémentaires moins les 8 heures, seront majorés à 50%. D'accord? J'allais encore dire c'est bon pour vous. Dites-moi dans les commentaires si ce n'est pas clair pour vous. On va y arriver, je vais y arriver, je crois en moi. Hop, dernière semaine, et bien on est un peu dans la même configuration que la semaine 2 ou 3, je ne sais plus. Le salarié a effectué 43 heures, soit 8 heures supplémentaires. Ces 8 heures seront donc majorées à 25%. Et quand on fait le décompte total sur les 27 heures ici, eh bien on a 8, 8, 8, donc 3 fois 8, 24 heures qui seront majorées à 25% et 3 heures qui seront majorées à 50%. Voilà, et puis même chose pour le fameux mois de juillet, on sait d'ores et déjà que 5 heures seront majorées à 25%. D'accord? Donc maintenant que nous avons notre majoration, nous allons devoir déterminer le taux horaire. Hop, je remonte. J'y crois pas, j'y crois pas. Je vous ai laissé la correction. Oh, quelle bécassine. Bon, c'est pas grave. On va dire que vous n'avez rien vu, d'accord? Alors, hop, la majoration. Parce que dans l'exemple précédent, je suis partie du principe que le salarié avait 16 heures, j'y tiens mes 16 heures, percevait 16 € de l'heure, mais c'est un montant, on est bien d'accord, que j'ai choisi comme ça, un petit peu au hasard. Donc, il va falloir voir ensemble comment on procède pour trouver ces fameux 16 €. Et là, ça se complique un tout petit peu, on va dire ça comme ça. Donc la formule de façon classique, ça je pense que ça va être facile pour vous, c'est le salaire de référence de l'heure supplémentaire que divise 151,67 € pour un salarié qui travaille 35 heures, parce que 151,67 €, c'est 35 heures fois 52 que divise 12, donc c'est le nombre d'heures moyen effectué sur un mois par un salarié qui a 35 heures. On est d'accord que si la convention collective est prévue par exemple que l'équivalent temps plein au niveau du secteur d'activité serait de 32 heures, eh bien on diviserait ici non plus par 151,67 €, mais par 32 que multiplie 52 que divise 12. Alors là par contre, il va falloir me pardonner, mais je ne suis pas la meilleure en maths. Donc si je fais 32, hop, je multiplie 52 que divise 12, donc 138,67. D'accord, c'est un cas un petit peu particulier. Si ce que je vous dis n'est pas très clair, oubliez, on va dire, et conservez cette idée que l'on divise le salaire de référence horaire, le taux horaire, par 151,67 et on le multiplie ensuite par la majoration, donc 125% ou 150% suivant le cas au niveau légal. Reste à savoir de quoi se compose ce fameux salaire de référence pour les heures supplémentaires. Et en fait, c'est le salaire brut perçu par le salarié, mais auquel on va déduire certaines primes. Donc, je vous ai remis le texte de loi. Donc, ce fameux taux horaire là de 16 € par exemple, c'est le salaire brut du salarié, mais si le salarié avait certaines primes, je vais repartir de l'exemple pour revenir aux règles, ça va être plus facile pour vous. Si le salarié avait par exemple une prime d'ancienneté, eh bien cette prime d'ancienneté n'aurait pas été prise en compte dans les 16 €. Donc imaginons un salarié qui perçoit 2000 € par mois de salaire brut, en intégrant une prime d'ancienneté de 100 €, eh bien la prime d'ancienneté pour le calcul des heures supplémentaires ne serait pas prise en compte. Donc on ne prendrait donc pas 2000 €, mais 1900 € que l'on diviserait par 151,67 et que l'on multiplierait par 125 ou par 150% pour trouver le taux horaire applicable de l'heure supplémentaire. D'accord ? Même chose pour les primes vacances, ou toutes les primes, on va dire, qui sont versées annuellement. Même chose pour les primes exceptionnelles. Par contre, si mon salarié là, à 2000 €, il avait 100 € de prime d'ancienneté et puis 50 €
de primes de froid, ou d'insalubrité, ou de travail de nuit, alors ces primes-là auraient été prises en compte. Donc on aurait toujours pris 1900 et non pas 1850, on n'aurait pas déduit la prime de froid. Et là vous allez me dire, non mais c'est bien joli, mais comment je fais? Moi je ne vais pas apprendre par cœur. Bon, on va essayer de ne pas apprendre par cœur. On a deux textes, non, on a un texte et une décision de la Cour de cassation. On a la circulaire de la direction du droit du travail qui nous dit en fait que les primes inhérentes à la nature du travail ou qui sont versées en contrepartie directe ou indirecte du travail fourni par le salarié sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas en compte la prime d'ancienneté, parce qu'elle n'est pas liée au travail fourni. Elle est liée à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, mais pas directement au travail qu'il va fournir. Et la Cour de cassation a bien précisé par ailleurs que tous les éléments de rémunération, donc tous les éléments du salaire, dont les modalités de fixation permettent un rattachement direct à l'activité du salarié, sont pris en compte. Donc, en résumé, dans votre tête, ça veut dire que toutes les primes qui sont liées au travail vraiment direct et à la production du salarié seront intégrées pour calculer le fameux salaire de référence ici, qui sera divisé par 159,67, puis multiplié par le taux de majoration. Inversement, toutes les primes qui sont sans lien avec l'activité du salarié, son activité salariée, donc l'ancienneté, vacances, les primes exceptionnelles, ne seront pas intégrées. D'accord? Donc toutes les primes également liées aux contraintes du travail, le salarié qui travaille dans le froid, quand il effectue son heure supplémentaire, il va rester une heure de plus dans le froid, donc c'est normal qu'il soit rémunéré, qu'il soit dédommagé aussi pour cette heure de froid en plus, on va dire. Même chose pour l'insalubrité ou pour le travail de nuit, d'où le fait que ces primes seront directement incluses. Pour les personnes qui connaissent déjà bien cette règle, je ne parle pas ici pour pas trop compliqué, je n'ai pas parlé de deux primes, je l'évoque juste pour vous, pour les personnes qui découvrent la règle, oubliez, passer directement, on va dire. Je n'ai pas parlé de deux primes, la prime d'assiduité, effectivement, et la prime de rendement. Donc oui, je suis d'accord, hein, si vous connaissez la règle, je suis d'accord que la prime de rendement individuel va être intégrée. Là où la prime de rendement collectif, quand le collectif est un petit groupe de travail, une équipe par exemple de travail, va être intégrée, puisqu'on va pouvoir déterminer que c'est le rendement, donc c'est le rendement qu'a effectué le salarié ou qu'a effectué son équipe, donc le salarié a vraiment été partie prenante qui a permis le versement de cette prime, donc c'est lié au travail qu'il a effectué. Alors que la prime de rendement qui va être liée aux résultats de l'entreprise de façon assez large et un petit peu financière est beaucoup plus éloignée du rendement direct du salarié, parce qu'elle peut être liée à l'organisation, à des aspects financiers, que sais-je encore, au sein de l'entreprise, donc c'est quand même très éloigné, et donc la prime de rendement liée aux résultats globaux de l'entreprise ne sera pas intégrée. Pour la prime d'assiduité, on est un petit peu dans une même perspective. L'administration a tendance à considérer qu'elle ne doit pas être intégrée, mais la Cour de cassation a considéré que lorsque le salarié percevait une prime d'assiduité et que cette prime d'assiduité était proratisée à son temps de présence, c'est-à-dire si le salarié est absent, il ne perçoit pas la prime, alors dans ce cas-là, quand la prime d'assiduité est proratisée, dans ce cas-là, elle doit être intégrée. Donc ce sont deux cas un petit peu particuliers. Voilà, pour les personnes qui sont un petit peu perdues, vous oubliez ce que je viens de dire. Pour les personnes qui veulent avoir plus de développement, n'hésitez pas à me demander. Je suis bien consciente, c'est la première vidéo, puis je cafouille un petit peu. Donc si c'est pas clair, franchement, n'hésitez pas, vraiment. Vous me rendez service, vous me donnez l'opportunité de m'améliorer. Voyez-le comme ça, on va dire, parce que c'est un petit peu ça aussi. Et pour les personnes qui sont un peu perdues, donc vous retenez cette idée, pour calculer le taux horaire, je garde les primes qui rémunèrent vraiment le travail du salarié.
Et en tout état de cause, s'il y en a une que vous devez exclure, à laquelle vous devez penser, c'est la prime d'ancienneté. Enfin, s'il y en a trois, on va dire. Ce sont ces trois-là. Prime d'ancienneté, prime vacances, prime exceptionnelle. Alors vacances, le 13e mois, c'est un cas particulier aussi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout dépend si c'est un élément de salaire, si c'est vraiment, ou si c'est, ou si il est versé un petit peu dans le même esprit que la prime vacances, on va dire ça comme ça. Donc c'est un cas très particulier, mais prime ancienneté, prime vacances, prime exceptionnelle, vous pouvez être sûr qu'il va falloir les exclure et ne pas les intégrer. Donc on passe à l'exemple maintenant, ça va être peut-être un petit peu plus clair pour vous. Donc toujours avec l'exercice précédent, notre salarié, on nous informe qu'il a un salaire de base de 600 €, une prime d'ancienneté de 80 €, une prime de risque de 120 €, ce qui lui fait un salaire brut, hors heures supplémentaires évidemment, de 1800 €. Et je vous rappelle que le salarié a effectué 27 heures supplémentaires, 24 majorées à 25% et 3 majorées à 50%. Donc, je sais pas ce que je fais là. Bon, je sais pas ce que j'ai fait avec mes corrections, mais c'est pas futé. Bon, c'est pas grave. Donc, il nous est demandé de présenter le salaire brut. Je vous laisse 3 secondes pour faire un arrêt si vous voulez calculer seul, en espérant que vous n'avez pas vu mes petites bêtises et mes petits oublis. Et si vous ne l'avez pas vu, 1, 2, 3, correction, on va le faire ensemble. Hop, on est parti. Alors, le salaire de référence. Eh bien, pour calculer le salaire de référence, nous allons inclure le salaire de base, bien sûr. Nous mettons de côté, là vous l'avez bien compris, la prime d'ancienneté, qui n'est pas inclue dans les heures supplémentaires, et nous prenons la prime de risque, puisque la prime de risque va rémunérer les conditions de travail. Si le salarié perçoit une prime de risque, c'est parce qu'il y a des conditions de travail difficiles, donc quand il effectue son heure supplémentaire, il est en risque, il court le même risque que quand il effectue ses heures de travail normales. Donc on va lui verser une prime pour ça. Et le salaire brut à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires sera donc de 1720 €. Donc j'applique la formule, 1720, je divise par 151,67, je remultiplie par 125, ça me fait 14,17. On est loin des 16, enfin 16 hors majoration. Heures supplémentaires à 150%, on a 17,01. Et pour calculer le montant des heures supplémentaires, bon, alors là c'est beaucoup plus simple maintenant, c'est je prends le taux, donc 14,17, que je remultiplie par 24 heures supplémentaires à 25%, ça fait 340 €. J'ai 17, les heures supplémentaires à 150 € sont au nombre de 3, donc je multiplie par 17,01, ce qui me fait 51,03, et ce qui me permet d'avoir un salaire brut, un salaire de base à 1006, la prime d'ancienneté qui, on lui verse quand même, on est bien d'accord, sur le bras entier, à 80 € qui elle n'a pas bougé, la prime de risque à 120 € qui n'a pas bougé, et puis on compte 24 heures à 14,17, donc ça fait 340, et 3 heures à 17,01, ce qui fait 51,03, pour un total, donc un salaire brut de, si je ne me suis pas trompée dans les calculs, j'espère, de 2191,11 €. Et bien voilà. Nous sommes arrivés quasiment au bout. Je vous ai fait une petite trame récapitulative. Hop, pour les personnes qui sont vraiment un petit peu perdues, on va dire. Donc on commence, mais je pense, enfin vous me direz, je pense que j'ai été quand même très lentement, à mon avis, vous allez plutôt me reprocher d'avoir été trop lente, mais voilà, j'attends avec impatience vos appréciations. Donc première période, donc on commence par calculer la période de référence, donc la semaine civile par défaut, vous vous souvenez. Le déclenchement des heures supplémentaires, ces deux points peuvent s'inverser, c'est après donc 35 heures sur la semaine civile. La majoration des applications, 25% pour les 8 premières heures, 50% au-delà
quand on se situe dans le cadre légal, bien entendu. Le salaire de référence pour les heures supplémentaires, eh bien, on va exclure toutes les primes, alors je vous l'exprime avec mes mots à moi, hein, qui sont sans lien avec le travail effectué et les conditions d'exercice du travail. La détermination du taux horaire, donc le fameux salaire de référence pour les heures supplémentaires, qu'on divise par 158,67 €, qu'on remultiplie par le taux de majoration que l'on va appliquer, donc 25 ou 50 en l'espèce, hein, ici, et le montant, le taux horaire que l'on a trouvé ici, que l'on va multiplier par le nombre d'heures supplémentaires. Et ben voilà, donc pour la prochaine vidéo, alors j'espère que j'ai pas laissé la correction, encore une fois, je vous montre juste un petit peu de spoil. Bien sûr que je vous ai laissé la correction. Non, pas encore, non, voilà. Pour la prochaine vidéo, on entamera à partir d'ici, donc sur l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, mais en l'espèce, dans notre cas, ça concernera les heures supplémentaires de notre salarié. Puis on verra, je vous montre assez rapidement, j'espère que je ne vous ai pas laissé la correction, les réductions sur les charges patronales notamment, donc tout ce qui est exonération pour l'employeur. Mais ça sera pour la prochaine vidéo parce que je pense que là j'ai déjà bien avancé. Et je vous dis donc, hop, je reviens sur ma trame récapitulative. Et je vous dis à très très bientôt. Et voilà, je vous remercie par avance pour votre tolérance concernant mes petits cafouillages. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.